Mettre fin à l'épidémie du sida dans le cadre des ODD, c'est le thème de la célébration de l'édition 2015 de la Journée mondiale du sida dont le pays n'est pas resté en marge. Ils sont tous des chercheurs et sont issus de divers horizons de pays africains. Ils rehaussent ainsi de leur présence un colloque international qu'organise depuis ce matin l'IRCH. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je voulais annoncer dans les titres de la célébration en ce mardi 1er décembre de la Journée mondiale du sida, une édition 2015 dont le thème est mettre fin à l'épidémie du sida dans le cadre des ODD. C'est l'éco-gare de Wadata, la gare principale qui a servi de cadre aux festivités en présence de la marraine de la lutte contre le sida au Niger, Hajia Aissata Issifou, ainsi que de plusieurs personnalités qui ont rehaussé la cérémonie de leur présence. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. L'éco-gare de Wadata, gare principale du Niger, une frange de la population qui se trouve être très vulnérable au risque de propagation et de transmission du virus du sida, d'où son ciblage pour la célébration de l'édition 2015 de la Journée mondiale du sida. Pour ce qui est de l'édition de cette année 2015, nous avons donc pensé aux populations des gares routières qui regroupent divers types de couches socio-professionnelles, dont les migrants, qui de par leur mobilité se retrouvent être très vulnérables face au VIH. Le ciblage de ces groupes de population se comprend aisément pour nous acteurs de la lutte, car constituant les cibles prioritaires, chez qui des actions vigoureuses permettront sûrement de réduire de manière importante les nouvelles infections du VIH au Niger. Une approche ciblée et dont la célébration intervient cette année, au terme des délais fixés pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Au Niger, la prévalence est passée de 0,87% en 2002 à 0,4% en 2012. Le monde a inversé la propagation du VIH. Ainsi, l'OMD6 a été réalisé au plan mondial et au Niger. La lutte contre le sida, plusieurs efforts sont déployés depuis son apparition au Niger. La situation du dépistage du VIH dans la population générale et certains groupes prioritaires reste très faible. 2,52% de la population âgée de 15-49 ans connaissent leur statut sérologique vis-à-vis du VIH en 2012, d'où l'intérêt de la promotion du dépistage à travers différentes stratégies. À s'être apaisanti sur le thème, pour la marraine, l'implication de tous les acteurs s'impose. C'est dans cette optique que je vous demande à tous de vous impliquer fortement dans la riposte afin que le Niger arrive à travers la stratégie de 3x90 à faire disparaître le sida d'ici 2020, afin que l'épidémie du sida ne soit plus une question de santé publique. En effet, si chaque pays arrivait à dépister 90% des personnes qui en ont besoin, à mettre 90% de ces personnes positives sous traitement et à maintenir une charge virale indétectable chez 90% de ceux sous traitement, l'objectif pourrait être atteint. Outre les chants et sketchs célébrant la journée, le témoignage d'une personne vivant avec le VIH a ému toute l'assistance. Une séance de photos de famille avec la marraine, suivie d'une visite du kiosque de dépistage, ont clos la cérémonie. Ouverture ce matin aussi d'un colloque international axé sur les sciences humaines sociales face aux défis du développement en Afrique. Il est organisé par l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH et regroupe des chercheurs venus de plusieurs pays africains. Le compte rendu est signé Aboubakar Souley et Abdourazak Idrissa. Le colloque se tient dans le cadre des rencontres scientifiques que l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH organise chaque année. L'édition 2015 qui a débuté ce mardi et ce pour 3 jours est particulière. L'Institut a en effet décidé de la mettre en profit pour rendre hommage à 3 figures emblématiques de son histoire. Le professeur en géographie Hamidou Harouna Sidikou, le docteur sociologue Jules Deleya et Boubé Gado, docteur en archéologie.
discret, affable, courtois, mais scientifiquement efficace, Jules Deléa a laissé une production intellectuelle aussi riche que variée dans différentes sciences sociales. Le professeur Amidou Harouna Siddikou, après une carrière scolaire et universitaire exemplaire, a marqué de façon indélébile l'histoire de l'IRCH, dont il a été le directeur, de l'université Abdou Moumouni, dont il a été le recteur, et de la République du Niger, dont il a été un ministre dynamique en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Feu Boubé Gado fut un archéologue mondialement connu et dont les recherches ont rendu d'énormes services à la nation nigérienne. Comme aucun autre, il avait en effet contribué à mettre en lumière un pan essentiel de notre histoire et de notre patrimoine. Il était donc du devoir de l'IRCH de rendre cet hommage à ces illustres personnages disparus pour préserver leur mémoire et marquer un attachement aux œuvres qu'ils ont léguées. C'est une occasion de faire le point d'abord de tous les travaux des chercheurs dans ce domaine, mais aussi les travaux de ceux qui nous ont quittés, nos devanciers, donc qui ont fourni beaucoup d'efforts dans la collection des objets de recherche. Ce sont des patrimoines culturels très très importants pour notre pays. Donc tout ce patrimoine est conservé ici à l'IRCH. Donc grâce à leurs efforts, l'IRCH a l'une des collections les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest en matière de sciences humaines et sociales. La matérialisation de cet hommage a été le baptême des principales salles de l'Institut de recherche en sciences humaines au nom de ces trois personnages et deux autres qui ne sont pas des moindres, à savoir Boubou Hama et Jean Rouge. Le colloque prendra fin le 3 décembre prochain à l'épuisement des conférences, tables rondes et autres expositions prévues au programme pour faire le point des recherches en sciences humaines et sociales en rapport avec les énormes défis du développement de l'Afrique. Hommage posthume d'ailleurs rendu à juste titre par l'IRCH à ses émérites professeurs qui ont rendu l'âme, ainsi que Dieu les accueille dans son paradis éternel. À l'instant, un communiqué de presse qui vient de nous parvenir, il émane du cadre permanent de réflexion d'action des syndicats de l'enseignement du Niger, CEPRAS. Considérant le non-respect des engagements contenus dans le protocole d'accord CEPRAS gouvernement en date du 31 mai 2015 notamment, la mise en place du comité chargé de l'examen de la grille salariale proposée par le CEPRAS en vue de faire les propositions au gouvernement, le paiement des enseignants contractuels en même temps que les enseignants fonctionnaires, la régularité des rappels salaires des dossiers traités au plus tard fin juin 2015, le paiement des rappels de la prime CRE au plus tard fin juin 2015, l'affectation des membres des exécutifs des syndicats membres du CEPRAS, la coordination nationale du CEPRAS exige du gouvernement la mise en œuvre sans délai de tous les engagements ci-dessus énumérés, faute de quoi un arrêt de travail de 48 heures sera observé pour les jeudis 3 et vendredi 4 décembre et ce sur toute l'étendue du territoire national. C'était là un préavis de grève de 48 heures du CEPRAS. La suite de ce journal avec le collectif des médias composé de certains responsables des organes de la presse de la place qui a rendu publique une déclaration hier lundi. Cette dernière est relative à la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Un extrait de cette déclaration lu ici par Maimouna Diado. Dans l'exercice de leur métier au Niger, les hommes de médias sont victimes d'intimidation, d'agressions physiques, de confiscation de leur matériel de travail. À l'occasion des couvertures de certains événements, ils sont régulièrement pris à partie par les forces de l'ordre. Après ces graves violations de la liberté de la presse donc observées dans notre pays et face au silence complice des plus hautes autorités, les hommes de médias ont librement décidé de protester à travers un collectif. Dans ce élan, nous boycottons les activités officielles commémorant la deuxième édition de la Journée nationale de la liberté de presse prévue le 30 novembre 2015. Quelques jours après le lancement de ce boycott de la Journée nationale de la liberté de presse,
Le microcosme médiatique nigérien est en ébullition. Cette décision a suscité une vague de réactions et les associations de défense des journalistes se sont réunies d'urgence pour discuter du sujet. C'est le cas de la Maison de la Presse, mais surtout des promoteurs qui ont en chacun, en ce qui le concerne et sans aucune pression extérieure, décidé de soutenir ou non cette décision. Nous les saluons tous pour la spontanéité de leur réaction et prenant acte des décisions qui en sont issues. Nous prenons acte surtout de cette décision des promoteurs d'observer via leurs organes de presse audiovisuels respectifs près de 2 heures d'écran noir et de silence radio de 19h30 à 21h30 en soutien à leurs agents victimes de la barbarie des forces de l'ordre qui ne manquent jamais une occasion de prendre à partie les journalistes. En les bastonnant, les enfermant et confisquant leur matériel de travail. Cette décision témoigne si bien et de leur souci d'être aux côtés de leurs agents pendant les moments difficiles. Le collectif signateur du communiqué du 21 novembre dernier salue aussi et surtout les hommes de médias qui ont compris et accepté d'eux-mêmes, sans pression aucune, le message du boycott de la journée. Par ailleurs, le collectif apprécie positivement l'ampleur de cette décision prise tant au Niger qu'à l'extérieur. En atteste le désintéressement de certains organes très respectés, mais se dit indigné du silence des autorités, ce qui prouve ne cautionne ou qu'elle ne regrette pas ce qui est arrivé aux journalistes depuis le début d'année. Cela prouve surtout que malgré leur profession de foi, la liberté de presse n'est qu'un vain mot chez elles. Partant de tout cela, nous pensons que notre choix du boycott est justifié. Un choix que nous assumons entièrement, sans aucun regret, parce que cette journée n'est qu'une journée politique. Face à ces épreuves brutales et vexatoires imposées à la presse nigérienne, nous, collectif des journalistes pour la protection de la liberté de presse, rappelons au président de la République, signataire de la table de la montagne, son serment confessionnel de respecter, protéger et défendre les libertés individuelles et collectives dont la liberté d'expression et de presse. 2. Appelons les médias à respecter l'éthique et la déontologie dans leur travail. 3. À œuvrer pour la défense et la protection de la liberté de la presse chèrement acquise dans notre pays. 4. Mettons en garde les prédateurs de la liberté de presse, les préviennent qu'ils ne pourront jamais remettre en cause ce qui a été arraché de haute lutte. Fait à Niamey le 30 novembre 2015 et c'est signé le collectif. Voilà à présent comment certains citoyens ont apprécié cette décision d'observer hier de 19h45 à 21h30 l'écran noir, tout comme le silence radio. La réaction est normale, c'est juste, puisqu'on l'essaie. On a signé la table de la montagne, ou montagne de la table, je ne sais pas comment on l'appelle, mais on voit ce qui se passe. C'est pas respecté. Puisque quand nous faisons le constat, c'est-à-dire depuis la signature, la chose reste, je ne sais pas, seulement à l'esprit, mais dans la réalité, ce n'est pas pratiqué. Donc moi, je trouve écran noir là juste, ça permet à l'État de comprendre que réellement, le journaliste ne se sent pas couvert par cette signature de la table de la montagne. Ils ne se sentent pas couverts. On le voit, tantôt ils sont bastonnés, tantôt ils sont empêchés, tantôt ils sont privés de leurs moyens d'enregistrement. Tout ça là, c'est illégal. Moi, je trouve ça injuste. Oui, on a vu des journalistes ont été tabassés, je pèse bien mon mot. Ils ont été tabassés. Et lors de l'arrivée de Hama à Niamey, comme si on fait face à un Boko Haram. Vraiment, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut que le président de la République s'engage quand même dans le respect de la liberté, comme il avait d'ailleurs dit dans son programme. Il avait dit qu'il va respecter quand même la liberté de la presse. Aujourd'hui, la presse est menacée. S'ils voient qu'ils ne gagnent pas les élections d'une façon libre et transparente, c'est inutile de passer quand même par la menace. Vraiment, il faut que ça change. Nous sommes dans un état de droit et que dans l'état de droit,
la liberté est garantie, c'est-à-dire la liberté des citoyens est garantie. Et il faudrait aussi qu'ils prennent cela en compte et que sans exception, les médias sans exception retrouvent vraiment leur liberté, comme on le dit, que la liberté d'expression soit vraiment une réalité au Niger. L'exercice du journalisme a connu des hauts et des bas et ce courant l'année 2015, une situation qui relance les débats sur la liberté de la presse et qui a conduit les responsables des organes de presse de boycotter les activités de la journée nationale de la presse. C'est d'ailleurs ce qui a suscité cet éditorial signé Hassan Saleh Mustafa. La promulgation de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse au Niger et la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République Issoufou Mahamadou, deux instruments qui ont suscité beaucoup d'espoir et plus de garanties aux journalistes nigériens dans l'exercice de leur métier. Espoir parce que les deux actes cités plus haut ont été posés par un régime d'exception et un régime démocratique. Deux régimes qui ont cru à ce que font les journalistes nigériens et qui ont jugé utile de poser ces actes pour ainsi faciliter la tâche aux journalistes dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au grand public. Garantie parce que les journalistes se sont sentis à l'aise pour exercer leur métier dans le respect de l'éthique et la déontologie qui recommandent aux journalistes le respect de la vérité et le droit du public à l'information sans grandes inquiétudes. Quelques années plus tard, beaucoup d'actes sont posés remettant en cause la liberté de la presse au Niger. Les interpellations, les arrestations, les agressions, les menaces des journalistes reporters, d'abord à Zender le 17 janvier 2013 et puis à Niamey lors des manifestations anti-Charlie le 16 et 17 janvier 2015. Ensuite, le 19 octobre 2015, toujours à Niamey lors des violentes manifestations des scolaires de la capitale. Et récemment, le 14 novembre dernier, à l'occasion de l'arrivée du président du parti Lumana, sans compter les séries d'interpellations des hommes de médias à la police judiciaire. Des actes qui poussent à se poser des interrogations sur l'applicabilité de la loi portant régime de la liberté de la presse au Niger. Une loi certes en vigueur, mais qui souffre dans la pratique. Ainsi, depuis 2014, une journée dite Journée nationale de la liberté de la presse a été instituée par les autorités de la 7e République. Mais cette année, considérée comme une année noire pour les journalistes nigériens, les différents organes de presse privés ont décidé tout simplement de boycotter cette journée no sens. Les promoteurs des radios et télévisions ont aussi condamné le traitement réservé aux journalistes dans l'exercice de leur métier et décidé de lancer un mot d'ordre d'écran noir et silence radio de 19h45 à 21h30 le lundi 30 novembre 2015. Ce combat, engagé par un collectif d'organes de presse du Niger en faveur de la liberté de la presse, est un combat noble, un combat pour tous les journalistes nigériens sans exception, un combat pour défendre les intérêts des journalistes nigériens tout court, lesquels journalistes demandent tout simplement que les conditions soient créées pour que l'exercice de ce quatrième pouvoir soit désormais une réalité au Niger. Vivement que votre appel soit entendu, Hassan Saleh Mustafa. Certes, dur d'exercer le métier de journaliste, puisque c'est une vocation, nous n'y désarmons pas. De la politique dans ce journal avec la clôture dimanche dernier au palais du 29 juillet du premier congrès ordinaire du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria. Au terme de ces assises, plusieurs décisions importantes ont été prises. Abdou Nasser Dantofou sous les images de Abdou Nasser Seydou. Au terme de ce premier congrès ordinaire du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria, il en est sorti plusieurs résolutions importantes, dont entre autres la mise en place du bureau national, le choix à l'unanimité de soutenir la candidature de Issoufou Mahamadou, candidat du PNDS Tareya aux élections présidentielles. Le congrès élit M. Albede Abouba à l'unanimité des délégués, président national du MPR Jamhouria.
le premier congrès ordinaire du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, reçoit la candidature de M. Sani Megouchi en qualité de secrétaire général du parti. Le premier congrès ordinaire du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, accepte à l'unanimité des délégués de soutenir la candidature du président Issoufou Mahamadou aux élections présidentielles dès le premier tour. Albade Abouba, président national du MPR Jamhouria, n'a pas manqué d'apprécier le travail abattu 2 jours durant par les congressistes. Au regard des décisions prises, des amendements apportés aux textes fondamentaux du parti, force est de constater que nous avons fait montre d'une grande maturité d'esprit pour exprimer la volonté de tous en vue de consolider et de rendre plus fort notre parti. C'est un événement historique extraordinaire qui mérite d'être vécu. Ce congrès force l'admiration car les congressistes ont fait preuve non seulement d'assiduité et d'écoute dans une atmosphère de fraternité et de convivialité remarquable. Ainsi, ce congrès reconforte nos esprits et raffermit notre adhésion aux idéaux du MPR Jamhouria. Ayant déjà contribué au développement du pays, le MPR entend poursuivre son combat à travers ce soutien au président Issoufou Mahamadou. Tout engagement qui vise à préserver les intérêts supérieurs de la nation intervient toujours dans un contexte assez difficile, complexe et conduit nécessairement à des concessions politiques qui transcendent les clivages et les égoïsmes. Nous l'avons donc fait, non seulement dans le respect des règles et des principes de fonctionnement du parti, mais aussi en restant totalement en phase avec toutes les dispositions constitutionnelles et légales qui régissent le fonctionnement de nos institutions républicaines. Nous avions, ce faisant, accepté d'accompagner le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans sa vision d'offrir à nos compatriotes les conditions nécessaires pour bâtir un Niger uni et fort qui soit en mesure de faire front aux contingences du moment et aux véritables défis qui nous guettent de toutes parts. Le MPR Jamhouria, parti ouvert à tous et responsable, démontre une fois de plus sa maturité politique à consolider les acquis du parti, mais aussi ses ambitions nobles pour le Niger. Restons toujours sur le même registre politique, mais cette fois-ci cap sur la cité de l'Aïr avec le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara qui a tenu le 28 novembre dernier les assises de son conseil national et du congrès extraordinaire à Agadez. Des assises à l'issue desquelles les militantes et militants venus des 8 régions et de l'extérieur du pays ont unanimement investi El Hadji Seni Oumarou comme candidat du parti au présidentiel de 2016. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. La journée du 28 novembre 2015 restera longtemps gravée dans la mémoire des populations de la capitale de l'Aïr en particulier et de l'ensemble des militants du mouvement national pour la société de développement en général et pour cause. Elle marque l'engagement du dit parti dans les joutes électorales à venir avec des hommes et femmes pétris de valeurs de la consultation, concertation et participation sous la conduite éclairée de son président El Hadji Oumar. Une marée humaine a déferlé à cet effet sur les lieux servant de cadre au congrès extraordinaire du Grand Baobab que constitue sans conteste le MNSD Nassara. Un rendez-vous des militantes et militants riche en adresses dont celle du président de la section d'Agadez, Jibril Kari Ousmane, plus connu sous le sobriquet du DKO, et l'intervention des partis amis et alliés ainsi que des militants du MNSD de la diaspora pour apporter leur soutien sans faille à ce parti rassembleur des filles et fils du Niger. Procédant à l'ouverture de ces assises, le président national du MNSD Nassara a de prime abord loué la réussite de l'organisation des présentes rencontres avant de rendre un hommage mérité au président Tanja Mamadou dont le fils aîné Adiatoulaye a bien voulu représenter sa famille, coupant ainsi court aux rumeurs lui prêtant allégeance au MPR.
Seyni Oumarou a également témoigné de sa compassion au Modem F. Aloumana, victime d'incarcération de son leader Hama Amadou et certains de ses lieutenants. Le président du MNSD s'est ensuite longuement apaisanti sur la situation sociopolitique du pays. Ça n'est suivi le Conseil national du parti qui a demandé au Congrès d'entériner la candidature du président Seyni Oumarou au présidentiel de 2016, une décision qui a acquis l'unanimité des congressistes. Le Congrès extraordinaire tenu le 28 novembre 2015 à Agadez investit son Excellence M. Seyni Oumarou comme candidat du MNSD Nassara aux élections présidentielles 2016. Fort du soutien inconditionnel des militants et la confiance en lui placée par ces derniers, le président du MNSD dit s'investir davantage pour le rayonnement du parti et sa victoire aux prochaines échéances électorales. C'est un grand honneur que vous faites à ma modeste personne. En cet instant solennel, je voudrais tout d'abord dire merci à vous tous, chers congressistes, et au-delà à toutes les militantes et à tous les militants, à toutes les sympathisantes et à tous les sympathisants de notre grand parti, le MNSD Nassara. Que chacun trouve ici l'expression de ma profonde gratitude pour cette insigne marque d'honneur. Dans le contexte actuel de notre pays, je mesure toute la portée de l'espoir que vous placez en moi et je prie Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, pour qu'il m'accorde la force d'assumer la lourde responsabilité que vous venez ainsi de me confier. Ainsi, les militantes et militants du MNSD Nassara se sont donné rendez-vous dans les prochains jours pour le choix des hommes et femmes qui vont porter le flambeau du parti dans les autres compétitions électorales à venir. Notant que le président de la section MNSD d'Agadez, DKO, s'est vu octroyer un sabre en guise de reconnaissance du bureau politique national pour la réussite de cette rencontre de la capitale de l'Aïr. À marge de ces assises, le président candidat du MNSD Nassara a animé dans l'après-midi, toujours à Agadez, une conférence de presse. Retrouvons encore nos envoyés spéciaux Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Après le succès éclatant des assises du Conseil national et le congrès extraordinaire d'investiture du candidat du MNSD Nassara aux élections présidentielles de 2016, Seyni Oumarou s'est retrouvé en face des hommes des médias. Il a été, entre autres questions, de la vie du parti et de son programme. Quand vous résidez à Niamey et que vous êtes un militant du MNSD, en vous parlant de Tawa, on dira qu'il n'y a aucun militant du MNSD à Tawa. On dira que Tawa est en rose. Et ce que j'ai vu, très sincèrement, m'a agréablement surpris. Parce que à Kony, nous avons été très bien accueillis. Nous nous sommes rendus compte que le MNSD existe, beaucoup plus que les gens le pensent. À Badiguichiri également, et également à Tawa. L'autre aspect peut-être qui nous a frappé, c'est que nous avons été surpris d'entendre les populations de Tawa, que ce soit celles de Kony, de Badiguichiri ou de Tawa, demander le changement. Nous sommes venus à Agadez parce qu'au niveau de Niamey, le PNDS Taraya a toujours dit qu'ils ont conquis pratiquement toutes les régions. Vous avez vu ce qui s'est passé à Agadez. Dans les jours à venir, nous allons faire toutes les régions. Le MNSD a toujours eu un programme que le président Tanja, en son temps, avait exécuté. Et je crois que si le MNSD existe aujourd'hui, c'est bien parce que son programme, l'impact de son programme a été très déterminant. Ce programme-là, on ne compte pas le changer. On va certainement le réactualiser, l'améliorer, mais ce sera toujours le programme du MNSD. Parce que le MNSD est aujourd'hui le parti qui s'intéresse réellement au monde rural. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, si le PNDS n'arrive toujours pas à s'implanter dans le monde rural, c'est parce qu'il n'a rien fait pour le monde rural. Et vous ne pouvez pas mettre plus de 80% de la population de côté et penser que vous êtes en train de développer le Niger, c'est pas possible. Ainsi, c'est à cœur ouvert et sans langue de bois que le candidat du Grand Baobab s'est prononcé sur tous les aspects sociaux, politiques et économiques du pays, marqués selon lui par des atteintes graves à la démocratie et aux droits humains. Il s'est surtout apaisanti sur l'organisation des futures échéances électorales, tout en levant l'équivoque sur certaines rumeurs le concernant. Depuis août 2013, moi je n'ai pas vu Mohamed Youssoufou en dehors, disons, de certaines cérémonies officielles. Donc maintenant, peut-être qu'il a fait un virement de 10 milliards sans que moi je le sache, vous me l'apprenez.
Je vais peut-être vérifier mon compte demain pour savoir si ces 10 milliards-là existent. Et je vous assure que ces 10 milliards, moi, je les prendrai pour combattre Issoufou Mahamadou. Posez-lui la question, s'il m'a donné 10 milliards. Moi, je pense qu'il y a... Le président Ousmane n'est pas là, mais je réponds pour lui. Je réponds. Ce que j'ai dit qui est valable pour moi, l'est également pour le président Mamadou Ousmane. Moi, je n'ai aucune crainte par rapport à cela. Mais au-delà de ça, je pense que ce sont des rumeurs qui sont distillées à dessein et toujours par le PNDS derrière pour nous diviser. Mais ça, on l'a compris. Le PNDS ne pourra plus nous diviser parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris le PNDS. Même ses propres alliés aujourd'hui ont commencé à comprendre c'est quoi le PNDS. Parce que vous avez des gens qui les ont aidés à être où ils sont aujourd'hui, mais qu'ils sont en train, en même temps, de briser, comme dit Bazoum. Cette sortie médiatique du président candidat du MNSD Nassara aux élections présidentielles de 2016 a permis de mieux éclairer les lanternes des concitoyens sur la vie sociopolitique du pays. Retour à Niamey, cette fois-ci est directement dans les locaux du premier arrondissement communal de Niamey qui ont servi de cadre à l'ouverture de sa première session budgétaire et c'est le maire de la commune en personne qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs invités. Nasser Dantofo avec Abdel Nasser Seydou. Au cours de cette session, dite session budgétaire du premier arrondissement communal, les conseillers auront à examiner l'exécution du budget 2015 au 15 novembre 2015. Les élus locaux de l'arrondissement communal Niamey 1 vont également amender et adopter le budget 2016. Ce budget, comme vous le savez, ne comporte qu'un seul titre. En effet, l'article 48 de l'ordonnance numéro 2010-55 du 17 septembre 2010 portant statut des communes à statut particulier ou ville stipule que les ressources de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement communal sont constituées à titre exclusif d'une dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement. La dotation est une dépense obligatoire pour la ville. L'article 49 de la même ordonnance stipule que la dotation des arrondissements communaux comprend deux parts. La première part, qui ne peut être inférieure à 60% du montant de la dotation globale, est répartie entre les arrondissements proportionnellement à leur nombre d'habitants. La seconde est fonction 1. Du niveau des ressources financières mobilisées sur le territoire de l'arrondissement communal. 2. Du niveau des charges de fonctionnement de l'arrondissement communal, notamment les frais de fonction du conseil et des commissions, les indemnités diverses liées à l'exécutif, l'eau, l'électricité, le téléphone, la communication, les fournitures de bureau, les consommables et le carburant. Ainsi, sur une dotation globale de 1 milliard 573 millions 361 966 francs CFA pour l'ensemble des 5 arrondissements communaux, la première part de notre arrondissement communal est de 193 51 513 francs CFA pour une population de 210 020 habitants en 2015. La seconde part est de 128 386 336 francs CFA, soit un total de 321 437 849 francs CFA. Ce budget a connu une augmentation de 33 340 969 francs CFA par rapport à celui de l'exercice 2015. Cette session a été saisie par les conseillers pour remercier les autorités de la 7e République pour avoir mis à la disposition de la population de leur commune des semences pour les cultures de contre-saison et des boutures de manioc. Simultanément au 5e arrondissement pour le même exercice a débuté sa 4e session ordinaire et ceci un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de budget de l'année 2016. Abdoulaye Soumaïla et Michel Deji. C'est une session de grand enjeu qui intervient exactement 3 mois après la précédente. Une session au cours de laquelle sera examinée en long et en large les grandes réalisations de ce conseil du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey.
Aussi étions-nous partis dans la perspective d'aller à la rencontre des populations de notre arrondissement afin de partager avec elles les réalités quotidiennes qu'elles vivent, dans l'optique de mieux connaître, comprendre leurs préoccupations du moment et aider ainsi l'exécutif à préparer un projet de budget réaliste et réalisable afin de solutionner de façon la plus pertinente les problèmes auxquels elles sont confrontées. Cette période d'intersection devrait donc servir au conseil que nous sommes de nouer le contact avec les populations de nos quartiers et villages. Comme vous pouvez le constater, notre travail est d'une importance particulière, car il s'agit de la préparation de notre projet de budget de fonctionnement. Toute inscription budgétaire que nous aurions à faire dans le présent projet de budget doit être réaliste et doit prendre en compte les préoccupations de nos populations. C'est pourquoi nos propositions et débats autour de l'ordre du jour qui s'articulent sur un seul point, à savoir examen et adoption du projet de budget 2016, doivent être faits sans aucune considération partisane, car il s'agit du budget afin que l'intérêt général transcende nos propres sentiments au bénéfice des populations qui nous ont élus tous. Je profite également de cette occasion pour vous remercier de vos diverses contributions que vous ne cessez d'apporter à l'exécutif depuis son installation, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes tous fixés. Notons que cette 4e session dite budgétaire est la dernière au titre de l'année 2015 et a la particularité de tracer des grandes perspectives pour la prochaine année 2016. Autre aspect de ce journal, comportement dysfonctionnel dans l'administration nigérienne, regard de la psychologie. C'est sous ce thème qu'a débuté ce matin la 4e édition de la journée de l'étudiant en psychologie, et c'est une initiative du club des étudiants en psychologie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Retrouvons nos reporters Abdoulaye Soumaïla et Michel Deji. C'est une journée à travers laquelle le club des étudiants en psychologie a voulu mettre en exergue l'utilité sociale de cette discipline qui n'est accessible que dans l'enseignement supérieur. Nous avions jugé utile d'organiser cette journée vraiment pour faire rayonner la psychologie, parce que c'est une journée à travers laquelle on fait des échanges, on fait des débats. Donc il y a une conférence encore qui va se tenir tout de suite et maintenant. Donc à travers cette conférence, le conférencier, Inch'Allah, va édifier donc les gens sur le thème proprement dit. Donc le thème est ainsi comportement dysfonctionnel dans l'administration nigérienne. Donc regard de la psychologie. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant les administrateurs nigériens manquent vraiment de civisme. Pourquoi? Parce que c'est même dans les administrations que se fasse la corruption et tout. Évidemment, ça c'est une bonne initiative et ça va encourager d'autres étudiants de s'inscrire au département de psychologie. C'est comme les autres départements, sinon la mère même des départements. La psychologie, en principe, elle devrait même constituer la discipline principale dans tous les domaines. Parce qu'il n'y a pas de domaine de la vie humaine où on n'aurait pas besoin de connaissances en psychologie. Mais seulement comme tout ce que l'homme est capable de fournir comme connaissances a son importance, alors du coup, on fait partie de l'ensemble des connaissances humaines. Bon, mais sinon, du point de vue même des connaissances sur le plan technologique, scientifique, le psychologue devrait être à côté pour toutes les décisions qu'on doit prendre qui engagent la société, qui engagent la vie humaine. Au cours de cette journée sont prévues d'autres activités culturelles et sportives visant à raffermir les liens de bonne camaraderie et d'amitié existants entre les étudiants de ce département, pépinière des spécialistes de la santé mentale. Quant à la faculté des sciences et techniques, elle a procédé hier à la 5e édition de la journée dite d'accueil de ses nouveaux étudiants. C'était non seulement en présence de ces mêmes étudiants ainsi que plusieurs responsables de l'administration académique. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. C'est un engouement certain relatif à cette 5e édition de la journée d'accueil des nouveaux étudiants à la faculté des sciences et techniques. Une journée qui est la leur pour les accueillir, les informer et les orienter, même si elle se tient à un moment particulier de leur organisation. Cette journée d'accueil se tient dans un moment particulier de notre organisation.
En effet, le contexte électoral dans lequel nous sommes à l'UNU pour le renouvellement du comité exécutif doit interpeller le sens du devoir et de maturité d'esprit de chaque militant. Nous vous invitons donc au fair play et surtout à effectuer un choix conséquent en amenant des camarades qui sauront dignement représenter et défendre les intérêts des militants. Pour finir, je souhaite la chaleureuse et aimable bienvenue à nos camarades nouvellement venus à la faculté des sciences et techniques. Je vous exhorte à un sacrifice pour un travail académique bien fait, à vous soucier de vos études et vous battre pour garantir votre succès et celui de notre pays à tous. Il n'est certes pas facile, mais il n'est surtout pas impossible. Au même moment, la situation académique est loin d'être reluisante dans cette faculté. Aujourd'hui, nous voilà à la fac des sciences avec des sections fictives d'instances de master. Cette menace plane particulièrement au département de géologie. C'est pourquoi nous interpellons les autorités académiques et ministérielles en ce qui concerne leurs responsabilités qu'ils les assument. Car, chers militants, par rapport à ces problèmes, la flamme de la lutte sera allumée et entretenue jusqu'à la victoire. La faculté des sciences et techniques, une institution au diapason du système LMD et à qui est dévolu un rôle prépondérant. La faculté des sciences et techniques, de par sa mission et des compétences dont elle regorge, est un des outils privilégiés pour répondre aux préoccupations de notre société et contribuer au développement de notre pays. Pour qu'elle puisse remplir cette mission, mesdames et messieurs, chers invités, il faut non seulement améliorer les conditions d'accès et renforcer les capacités du personnel, mais aussi et surtout avoir des apprenants résolument engagés dans l'acquisition du savoir et des compétences. Passeport à présent avec la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, des assises qui ont mis en place d'importantes résolutions pour la survie des clubs du football. C'était en présence de nos reporters Ibrahim Tikire et Abdoulaye Soumela. Les coffres forts des clubs de football de notre pays seront au rouge la saison prochaine. C'est l'une des conclusions de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football, dont les travaux ont pris fin dans la soirée du dimanche 29 novembre 2015. La situation s'annonce difficile pour le football car le principal sponsor, Orange, a décidé de se retirer pour des raisons non encore officielles. C'est pourquoi les délégués ont pris deux grandes résolutions. Lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, premier capitaine du MENA, comme à l'accoutumée. 2. 1. Voler au secours de notre sélection nationale en mettant en place un budget conséquent afin que débute sa préparation dans le meilleur délai. Concrétiser un contrat formel avec l'encadrement du MENA. Fait à Niamey le 29 novembre 2015, l'Assemblée générale ordinaire. Résolution numéro 2. Vu la nécessité impérative du passage au football professionnel et compte tenu de l'absence criante de ressources financières et matérielles de nos clubs pour atteindre cet objectif, les membres de l'Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT lancent un appel pressant aux autorités de ces pays pour la mise en place urgente d'un mécanisme de financement permettant aux clubs de réussir cette importante mutation au grand bénéfice du niveau du football national et de ses acteurs. Fait à Niamey le 29 novembre 2015, l'Assemblée générale ordinaire. En clôturant les travaux, le président de la FENIFOOT a remercié les responsables des clubs qui ont accepté de débuter le championnat sans subvention de la fédération. Les années passent et ne se ressemblent pas. La saison footballistique 2015-2016 s'annonce difficile pour les clubs. Nous souffrons surtout, vous le savez, de problèmes financiers, de manque de sponsors. Je voudrais encore une fois de plus saluer encore le sens de responsabilité des clubs de la première division qui ont accepté que nous puissions démarrer un championnat malgré ce manque de moyens, qui ont accepté donc le sacrifice de pouvoir
essayer de démarrer le championnat sans les subventions, avec le peu de moyens que nous pourrons rassembler. Parce que vous n'êtes pas sans savoir tous, comme vous l'avez dit, que cela est indispensable pour nous, pour qu'on puisse engager donc nos joueurs dans le championnat d'Afrique Rwanda 2016. Vraiment, soyez-en remerciés. En plus des résolutions, les participants à l'Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT ont adressé des motions de remerciement et d'encouragement à certains dirigeants de clubs de l'intérieur du pays pour les nombreux sacrifices consentis en se battant courageusement pour faire vivre cette discipline à titre de bénévolat. Comme à l'ouverture, le ministère des Sports a brillé par son absence. Vivement pour la fin du conflit entre la FENIFOOT et la tutelle de l'intérêt de la jeunesse nigérienne. Toujours sur le plan sportif, mais changeons de discipline avec le handball. La Coupe de la Ligue de Niamey a pris fin le week-end dernier. En dames, c'est l'AS Garde Nationale qui est sortie victorieuse, tandis que chez les hommes, c'est l'AS Gendarmerie Nationale qui a pris le dessus sur l'AS Garde Nationale. Retrouvons une fois de plus le sportif maison Ibrahim Abdou Tikiri. Deux belles affiches pour les finales de la 3e édition de la Coupe du président de la Ligue de Niamey de handball. Chez les dames, l'opposition entre l'AS Stade en orange et l'AS Garde Nationale en rouge a été âprement disputée. Au finish, ce sont les Bérets Rouges qui ont remporté sur le fil 21-19. Même suspense chez les messieurs, l'USGN en bleu a défié l'AS Garde Nationale. Comme chez les filles, les deux équipes se sont départagées sur un écart de 2 points. Les gendarmes ont remporté la partie 29 points à 27. À grâce de Dieu, aujourd'hui c'est chose faite. Nulle équipe n'est invincible. Bien vrai qu'elle est une bête noire parce qu'elle est championne du Niger pendant 2 ans. Mais le travail, c'est ça qui paye. On a bien travaillé et là, on a pas. Ce n'est que partie et pour la défaite, ça arrive. Ce qui nous a fait perdre le match, c'est parce qu'ils étaient plus motivés que nous aujourd'hui. Les vainqueurs et les perdants ont reçu des prix en espèces et en nature. En tirant le bilan du tournoi, le président Bamonzo a indiqué être satisfait du jeu produit par les équipes. Malgré le contexte économique pas toujours facile, nous avons sans cesse œuvré pour essayer d'apporter l'encadrement et l'assistance nécessaires à nos sportifs afin de leur permettre de participer dans les meilleures conditions aux compétitions de haut niveau. Je vous rassurer, lors de la cérémonie de clôture de la 12e édition du championnat national, que l'avenir doit être perçu avec beaucoup d'espoir. Et que cela est d'autant plus vrai qu'à tous les niveaux, nous envisageons de souffler une dynamique nouvelle à la pratique de ce sport. C'est dans cette dynamique que s'inscrit ce tournoi qui, faut-il le rappeler, est à sa 3e édition. Par ces voies, nous avons érigé la question de l'organisation des compétitions et la recherche des financements nécessaires comme priorité absolue de notre plan d'action. Je ne saurais oublier un volet tout aussi important qui est la formation des cadres, entraîneurs et arbitres dont nous avons tant besoin au niveau de la région de Niamey. En mettant en jeu une coupe pour donner de la compétition aux équipes de la capitale, le président de la Ligue de handball de Niamey est en train de jouer sa partition dans le cadre du développement du handball dans la capitale. Il ne reste plus qu'aux sponsors à accompagner ce genre d'initiative pour l'épanouissement de la jeunesse nigérienne. D'avoir su bien nous accompagner. Merci également. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition essentiellement consacrée à l'actualité nationale. Très bonne suite en compagnie de nos programmes à la télévision La Barry avec la même passion de vous servir. Au revoir.